Bonsoir à tout le monde, c'est l'avant-dernier épisode, c'est l'avant-dernier stream de la fin des temps. J'en suis à bout, mais on y arrive. Merci Ragnar pour le 14e mois de sub. Bien évidemment, lorsqu'on lancera l'enregistrement YouTube qui devrait sortir lundi, ce qui fait que lundi, vous aurez tout de près, de dispo sur YouTube. Tous les épisodes seront dispo pour que vendredi, on soit, espérons-le, le plus possible là, en direct, la semaine prochaine, pour terminer la fin des temps de Games Workshop, pour terminer ces livres infâmes et pour terminer notre série et notre fil rouge de l'été, qui était une très mauvaise idée. Merci Storm Rider pour ton prime du 10e mois. Merci énormément d'avoir choisi cette chaîne. J'ai enfin rattrapé mon retard pour la fin des temps. Parfait Zrad, évidemment parfait. Merci à vous d'être là. Nous sommes le 16 février. J'espère que tout le monde va bien. Premier stream de fin des temps en live. La souffrance en direct, c'est beau. J'ai fait du Darkest Dungeon, du Paper Please, du Frostpunk et du This is War of Mine. Je suis déjà au fond. Ah oui, j'avoue que là, Pépéric, tu as fait une soirée bien déprimante. Vas-tu faire une playlist comme ça? Je vais pouvoir me faire un marathon. Elle y est déjà, c'est-il, la playlist? La playlist est déjà là. Elle est déjà dispo. Salut le chef en HD. Oui, tout à fait. Avec le move, je dis à mon allié, vas-y, tue ta déesse pour ton pouvoir Isoké, en oubliant de préciser que je suis moi-même un dieu. Oui, oui, c'est très très drôle. Très très drôle pour Sigmar, très très drôle. Dans le fond, je trouve que c'était une très bonne idée à au moins savoir comment Games Workshop a fait cette campagne et fini le jeu. Bien évidemment que je pète un câble sur l'histoire, mais évidemment que cette série de la fin des temps nous a ramené beaucoup de monde sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Et j'espère en tout cas, pas fini encore, on a encore ce soir, on a encore la semaine prochaine, mais j'espère que quand on aura fini cette vidéo, cette série, j'espère que tous ceux qui n'ont pas connu cette époque se rendent compte à quel point nous avons été trahis par Games Workshop à cette époque. Merci Atelier Logoff, merci énormément pour ton prime du 3e mois, merci beaucoup. Merci pour toutes tes vidéos lors de la fin des temps, je peins devant, c'est parfait. Scrod Nick tout, avec plaisir, j'espère juste que ta rage ne te fait pas louper ta peinture. Bonsoir la Fortress, bonsoir Eddy, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Ralcar, je ne pourrai pas regarder mais je viendrai au moins me connecter pour soutenir sur la fin. C'est très gentil, merci beaucoup. Est-ce que je ne voudrais pas faire la tempête du chaos de la même manière après? Il y a beaucoup moins de romans. Il y a beaucoup moins de romans sur la fin des temps, enfin sur la tempête du chaos de la V6. On refera bien sûr un truc de présentation. Et voilà, tout à fait. Merci Mélinda, merci beaucoup pour ton 16e mois de sub. Bonsoir, ça va très bien, j'espère que toi aussi. J'espère que ça va bien. T'as un gros bisou, bien sûr, Cécile de Marie-Camille, bien évidemment. Il faut qu'on reprenne notre session de JDR, que tu tues enfin Bédiver avant qu'il devienne duc. Perso, je me mets aux couleurs du moment, peinture de Guerre et du Chaos ici. Ah bah alors là, tout ira bien. Donc ce soir, je vous ai prévu à nouveau des petits artworks, des représentations comme on avait fait lors de la bataille des incarnations à Athel-Lorraine. Ça vous avait plu, donc j'ai passé 2 heures. On a un petit truc pour se représenter quand même parce que ce soir, quelle bataille, quelle incroyable bataille que nous allons entamer ce soir, car ce soir, nous entamons la bataille de Middenheim. La bataille de Middenheim, la dernière bataille d'armée. Ce soir, armée avec un S, ça va être juste bourrin. J'ai fini mon petit héros skin pour la campagne en compagnie de tes vidéos. Toujours un plaisir. Parfait, Jérémy, parfait. La douleur n'est qu'une information, comme dirait Terminator. Ça a taffé. J'ai taffé, Being Imperator. J'ai taffé pour vous. Ce soir, Sbull contre le The Sbull God. Exactement. Je préfère de jouer à tout ça pour être prêt ce soir. My body is ready. Ce soir, est-ce qu'on aura beaucoup de cependant? Ce soir, est-ce qu'on aura beaucoup de la magie? Oui, et oui, bien évidemment. Ne croyez pas qu'on va s'en sortir aussi facilement. Liliat est morte du coup. Ouais, tout à fait. Liliat est morte. Hein. Elle vient d'être tuée par Teclis. Elle s'est sacrifiée parce que voilà. Alors on va faire un petit retour. Ce qui s'est passé donc dans le début de ce chapitre 4 au bord de l'abîme, je sais plus comment il s'appelle de mes couilles. Donc la deuxième partie du chapitre 22. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 22 de la fin des temps? Eh bien, Athel-Lorraine a été assiégée par la chasse sanglante, c'est-à-dire les forces de Kabanda, le grand buveur de sang de Khorne, qui a littéralement pris la place en termes de puissance de Skarbrand.
Bref, c'est le Skarbrand, mais celui qui est loyal, pas celui qui a été exilé comme Skarbrand. Bref, il a attaqué Athel Loren avec en plus Be'lakor qui a foutu sa merde au milieu. Submergé par les démons de Khorne, eh bien, les forces des incarnations, des 6 vents, le vent des cieux étant disparu, arraché du pouvoir de Karl Franz, et le vent de la bête toujours inconnu au bataillon, ont dû batailler sec pour simplement résister à l'assaut de la chasse sanglante, donc des démons de Khorne venus chercher le crâne de Karl Franz. Et soumis à la toute-puissance du scénario, les auteurs se sont dit mais merde, comment on va faire pour faire la bataille finale à Midenheim, pour faire le gros clin d'œil de la V6, comment on va faire? Eh bien, on tue la déesse qui a préparé tout le plan et qui a tout échoué, parce qu'au final elle ne sert plus à rien, et comme ça tout le monde se téléporte. Sur cette scène-là, je peux pas vous mettre la magie, mais elle est là, hein, voilà déjà. Pour m'achever, j'allais regarder la colline aux Lucioles, mais ça aurait été trop, oui j'avoue. Est-ce que Skarbrand était au RTT? C'est bien ça. Skarbrand n'apparaît même pas dans la fin des temps, hein, donc vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. Précédemment, dans la fin des temps. C'est ça. Bonsoir Grimgor, toi tu vas bien. Salut Torek aussi. Merci pour le tout petit train de live du début de soirée, merci beaucoup à tout le monde, ça fait plaisir. N'hésitez pas encore à soutenir, on en a besoin. Il y a le Tipeee si jamais vous voulez nous aider, autre que par Twitch, bien évidemment. Parce qu'après je me fais engueuler quand j'en parle pas. Donc, ce soir, on a pas mal de choses à dire. Ce soir, on va faire de la grande bataille, la grande bataille désespérée. Pourquoi tout se passe à Midenheim, je le rappelle bien. Pourquoi tout se passe à Midenheim dans ce chapitre? Parce que Liliat, qui est la déesse du destin, hein, bien évidemment, qui est censée savoir beaucoup de choses, ainsi que Teclis, enfin tous les membres des incarnations, toutes les puissances du monde, de ce qui reste de l'anti-chaos, eh bien, ont appris de la bouche de Be'lakor, qui est emprisonné maintenant en termes de gemmes dans la couronne à l'Ariel. Be'lakor a tout balancé, tout le plan de Archaon, parce qu'il voulait juste que Archaon échoue. Archaon a creusé une immense faille dans l'Ulriksberg, dans le rocher qui soutient Midenheim, pour y trouver un artefact caché depuis l'aube des temps, depuis l'effondrement des pôles. Un artefact qui, s'il arrive à l'activer par un rituel, eh bien, ouvrira un 3e portail, un 3e effondrement des portails, et donc aspirerait la planète dans sa propre fin des temps. Et les incarnations, pensant que en tenant le coup dans Athel Loren, aurait pu tenir des siècles encore face aux assauts, et bien là, ils ont été obligés de se dire tout pour le tout, tant pis, on est foutu de toute façon, si on ne fait rien, il ouvrira l'artefact et on sera perdu. Autrement dit, ils partent à l'assaut de Midenheim en tuant la déesse qui avait fomenté le plan des incarnations pour créer son harem, enfin pas son harem, mais son coin de calme dans un autre monde qui a échoué. Donc bref, on est parti pour la bataille, trouver l'artefact, trouver Archaon, détruire les deux, ou en tout cas empêcher l'artefact d'être activé et tuer Archaon, qui est le seul et grand méchant de cette histoire, bien sûr. Et dans la grande téléportation de Teclis, en tuant Liliat, a reçu de l'aide d'une âme surpuissante à ses côtés, qu'on sous-entend bien évidemment être Sigmar lui-même à l'intérieur de Karl Franz. Et lorsque Teclis a téléporté les incarnations, il n'a pas fait que téléporter les incarnations, les 6 qui étaient en Athel Loren, il a téléporté également leurs armées, ou en tout cas, il a sélectionné les plus puissants des armées pour les téléporter, mais aussi a arraché toutes les incarnations du monde, même s'il ne savait pas où elles étaient, et les a téléportées à Midenheim. Ils prennent leurs armées avec eux, voilà, je viens de répondre à la question. Merci Vaitageant pour ton 10e mois de sub, merci 13e mois de sub, pardon, yes, tout à fait. Combien d'alflins dans le lot? Les inflins sont morts depuis très longtemps. Ah mais je me rappelais pas de ça, j'ai dû rater la semaine dernière. Ah ben Being Imperator, je suis désolé, mais bon voilà, voilà. Je les vois bien en Power Rangers, suis-je malade? Ouais, ils étaient 8 les Power Rangers? Non, ils étaient 4, 5? Je me souviens plus. Bref. Donc ce soir, c'est la bataille totale. C'est la bataille totale. On s'était quitté la semaine dernière avec Teclis qui s'est également téléporté en Midenheim
et qui, pas de peau pour lui, s'est téléporté inconscient et s'est fait capturer par Archaon lui-même, avec Archaon qui a attendu que Teclis se réveille et qui lui a balancé la punchline incroyable, magnifique et très très bien écrit de « Tu es venu loin pour mourir, tu es venu de loin pour mourir, elfe. Ah, j'ai peur. On te met en faux sonore en tuant de la marée noire sur mon nouveau PC. Eh bien, let's go avec ta jambe. Salut French Sisto, je te bien. 10 minutes de salvaire dans les veines. Allez, let's go. Donc, pour que vous vous rendez compte un peu d'où nous sommes. Comme je vous ai dit, je vous ai fait des plans. Donc, ceux bien évidemment qui reconnaîtront le vrai Warhammer, le Warhammer se basant sur ses propres JDR de la V2, de la V3, de la V4, qu'importe, surtout de la V2, vous reconnaîtrez la carte de Middenheim, la cité du loup blanc, celle qui est donc littéralement Archaon qui a le verbe d'un ado émo, c'est ça. C'est le plan de la ville véritable, en gros, hein, que l'on connaît, qui est canon hein, dans le lore. Bien évidemment, ça c'est le plan avant que la ville ne soit prise par le chaos, bien évidemment. Je me suis pas emmerdé à faire non plus de chaque maison représentant avec un sigle du chaos parce que la ville est prise depuis des semaines, hein, bien évidemment. Je vous rappelle que Middenheim, ça a été l'endroit de mort de Valten, hein. Il a été décapité par un verminarque, par traîtrise, hein, un attaquant dans le dos depuis les ombres, et également la mort de l'essence de Ulrich qui était à l'intérieur de Grégor Martak, le patriarche suprême inconnu qui a juste servi à sortir Karl Franz de la merde durant le livre 4. C'est un mec qui s'appelle On. On va pas la faire à chaque semaine. Donc, le seul gros changement qu'il y a sur Middenheim, le seul petit truc qui change véritablement hein, sur la carte de Middenheim, c'est un tout petit truc. Rappelez-vous que ça fait, depuis qu'il a pris la cité, ça fait des semaines que Archaon creuse l'Ulrichsberg, creuse la montagne pour pouvoir trouver son artefact qui était caché là-dessous. Et en me renseignant sur toutes les descriptions que j'ai pu trouver, dans les livres, voilà à peu près la taille du fossé. Voilà à peu près la taille du fossé qui s'enfonce sur plusieurs centaines de mètres. Bonne partie, Carnot, merci beaucoup. Qui s'enfonce sous terre. À force de creuser, il va tomber sur le Balrog, c'est ça. C'est même pas lui qui creuse, encore une fois, c'est les Skaven qui font tout le boulot. Exactement, hein, oui, d'abord, tout à fait, c'est les Skaven qui ont tout creusé. Enfin, j'espère que ce sont des Skaven et pas des corneux. Alors là, oui, ce sont les Skaven qui ont creusé. Ce sont les Skaven qui ont creusé pour Archaon. Bonne soirée, mal au cœur. Bonne soirée, mon jeu. Salut aussi, ça copain. Archaon est devenu un nain durant ce livre. Ah bah là, voilà. Et vous voulez un truc? Allez, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous voulez le savoir tout de suite, hein, parce que vous savez ce que je vais dire. Vous savez très très bien ce que je vais dire. On démarre à la 175e page. On s'arrêtera ce soir à la 231e. Et Archaon ne fera encore rien du tout durant toute cette partie. Le mec, il sert à rien. Quel enfer. Ça y est, je tiens à préciser que je craque mentalement déjà. On a bien compris qu'il faisait grève. Bel exploit, ton col est battu, j'avoue. Merci des jazz, merci beaucoup pour le follow. Il aime se faire désirer, mais complètement. Sérieusement, il ne fait rien jusqu'à la 232e page. Et les corneux, on a besoin de vous êtes patient, vous servez là, c'est ça. On sait tous que les vrais méchants sont des poseurs et n'agissent qu'à la dernière scène. Ah bah alors là, c'est la définition absolue. Nous pourrons appeler Archaon le lion, vu qu'il dort pendant 10 000 ans. À peu près ça. Donc ça, c'est pour vous représenter un petit peu la faille. Et bien évidemment, tout va se passer hein, dans le chapitre final. Dans la faille, vous l'avez compris.
Tu nous as fait un mini spoil, il fait rien jusqu'à la fin. Alors j'ai jusqu'à la 231e page, il ne fait rien d'important. Sachez que le livre fait... Il doit faire un truc comme 245 pages. Oh là là, il va peut-être faire quelque chose dans les 10 dernières pages, incroyable. Il y a 5 pages de dessin, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais vous montrer par les descriptions qu'on a dans le roman où arrivent les incarnations et leurs armées. Alors, avant que je vous parle de leur lieu d'arrivage... non, attendez, c'était pas ça, pardon. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que les armées des incarnations. Donc, les armées des incarnations, vous avez donc l'Host de la Mort, bien évidemment commandé par Nagash. Nagash qui est donc cette armée Nagash qui est composée donc de Nagash, de Arcane le Black, de Krell, d'unités de Morghast, Harbinger, de Arbal, de Garde des Cryptes, de Chevalier Noir. Ils sont surpuissants en termes de puissance de la mort, bien évidemment, mais vous vous rendez compte donc pour cette bataille finale, l'armée de la mort entière, c'est 4 unités et 3 héros. Super. Je rappelle qu'à ce moment-là, dans Middenheim, tu as l'intégralité des forces d'Archaon, hein, je le rappelle bien. Ah, mais c'est un calvaire. Si c'est des unités de 600 figurines, ça passe. Le troisième héros, c'est Vlad. Le troisième héros, oui, c'est Vlad. J'en ai pas parlé, mais il sera là. Vlad est bien sûr là. La mort, c'est plus ce que c'était. Arvedin et Néric qui font la même vanne. Salut Synode. Merci Nagash, hein, merci beaucoup. Bon, je rappelle que Nagash vaut 1000 points déjà tout seul. Hein. C'est pas comme s'il y avait eu des millions de morts depuis le début de la fin des temps, hein, c'est ça. Alors qu'il y a des cadavres partout, mais on en enlève 3, voilà, c'est ça. Non, mais on garde espoir, on garde espoir, on garde espoir. Ensuite, vous aurez également l'Host du Feu. Je rappelle qu'en incarnation du Feu, il s'agit de Caradrian avec son phénix Spire de Feu. Caradrian commandera donc lui-même un autre élu d'Azurian sur un phénix de Feu, 2 unités de garde phénix, une unité de Lion Blanc, une unité de Exécuteur et une unité de garde éternelle, parce que rappelez-vous que les ailes sont unifiées sous le règne de Malekith et de Alariel. Voilà, alors j'aime beaucoup hein, que le livre te montre Lion Blanc, Exécuteur, Garde Éternelle et Garde Phénix, et que le livre te montre des Gardes Noirs. Voilà. Va te faire voir Games Workshop, bien évidemment. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, bien évidemment. Ils ont une espèce de buff qui peuvent se permettre de se mettre entre eux, le feu galvanise ses propres troupes, bien évidemment. Nous avons le tronc du métal, parce que bien évidemment, il y a toujours encore quelques nains dans l'histoire qui traînent, qui sont donc bien sûr, alors voilà, hein, le tronc du métal, race, je vous le mets en gros hein, pour que les joueurs le sachent bien, race nain, commandée par Balthazar Gelt. Voilà. Caradrian, il peut carrément lancer des sorts de feu. Oui, bien sûr, il est devenu quand même incarnation du feu, on va pas déconner. Donc voilà l'armée naine, la dernière qui reste. Un seigneur forgeru, rappelez-vous, c'est Grimborson qu'on ne connaît plus déjà. De l'arquebusier, les drakes de fer, des brise-fer. Voilà. Donc en fait, il y a une seule unité de ligne, c'est des brise-fer. Tout le reste, c'est des tireurs. Et après, c'est des canons et des gyros. Les nains sont morts à Karazakarak. Voilà, c'est ça. Ils ont des armures plus perforantes, etc. Enfin bref, on s'en fout, quoi. Je suis désolé, mais on s'en fout. Derrière, après, vous avez l'Host des Ombres. Ça se vient en tant que nain, arrête de le méraciser. Oui, pardon, c'est ça. L'Host des Ombres, qui n'est ni plus ni moins commandé que par Malekith, le roi de l'éternité lui-même. Il possède une armée avec garde noire, garde phénix, ranger du bois sauvage, sombre trait, corsaire, lancier ou elfe et des hydres dans son armée. Beaucoup d'elfes, d'infanterie, une armée assez forte. Hop, je garde la surprise pour celle-là. Vous avez l'Host de la vie, bien évidemment. Vous avez la vie Alariel elle-même, incarnation de la vie qui vient de quitter Athel Lorraine, avec Durtu, avec Nestra et Aran sur leur dragon, avec un homme arbre vénérable, une demoiselle d'honneur de la reine éternelle, des sœurs d'Avelorn, des archers sylvains, des scouts sylvains, des cavaliers sauvages, des dryades. Bref, on a plein de héros de la vie ici même.
Vous avez l'os de la lumière commandé par Motherfucker Tyrion, bien évidemment, avec Imric à ses côtés, des princes ou elfes sur dragon, des cotres, des cavaliers. Et regardez ce que vous avez dans l'armée de Tyrion. Vous avez, oui, vous le voyez, ça ne vous manque pas. Il y a des chevaliers de la Resgarde, des ordres de chevalerie, des demi-griffons. Il y a de l'Empire. Pourquoi? Parce qu'au milieu de son armée à lui, à ce petit monsieur de Tyrion, vous avez Karl Franz lui-même. Et je crois que j'ai fait le tour des incarnations et des armées d'incarnation. Très bien. Donc je vais revenir sur la carte. Maintenant que vous savez un petit peu quelles sont les forces en présence qui sont envoyées sur site, bien évidemment, voici où elles arrivent. Vous n'avez pas le droit que dire les elfes sont surreprésentés, c'est du racisme anti-elfe, c'est ça. Mais qui n'est pas dans le bataillon. Oui, il n'est pas marqué, il n'est pas marqué. Donc parce que bien évidemment, hein, s'ils seraient directement arrivés sur la tronche d'Archaon, le jeu aurait été fini, ils auraient pu au moins avoir une chance. Avec cette armée, on peut se faire une armée 100% girl power avec des furies, sort de l'épine, sort d'Avalorn, dirigée par une matriarche. Oui. Merci Cédric pour ton prime, merci énormément d'avoir choisi cette chaîne. Donc bien évidemment, c'est Nagash, ils n'arrivent pas tous au même endroit, ils vont tous être dispatchés, vous l'avez bien compris, hein, ils sont tous dispatchés parce que sinon le scénario nous empêche d'avoir toutes ces batailles. Vous aurez Nagash qui va arriver au niveau de la porte est, au niveau de du Neumarket, qui va affronter énormément de Nordiques. Il va affronter des Kurgan, donc beaucoup de Norse, des maraudeurs, etc. Pas mal de Skaven. Et surtout, il va en profiter. Hein, Nagash, je le dis tout de suite, je le dénonce tout de suite. Hein, il va massacrer, pour avoir plus de troupes et pas mal de zombies, tous les prisonniers impériaux qui sont dans ces cages depuis des éons, des semaines entières. Il va tous les massacrer en un seul claquement de doigts. Tout ça pour se faire des troupes au lieu de libérer les hommes et de s'en faire des alliés. Donc Nagash la pute, hein, comme d'habitude, mais que voulez-vous? De l'autre côté, vous avez Caradrian, incarnation du feu, je le rappelle, qui va popper pas loin de l'Ulrismund et donc pas loin du palais d'Ulric. Et surtout, qui va avoir la pire position pour démarrer cette grande bataille, parce qu'il va tout de suite être soit dos aux murailles, soit dos à la falaise et au trou, et vraiment totalement encerclé de Nordiques et de bourrins. Alors, précision tout de suite, qu'est-ce qui se trouve dans Middenheim à ce moment-là? En termes de troupes, vous avez beaucoup de Kurgan, parce que tout d'un coup, les Kurgan sont devenus beaucoup plus nombreux que tous les impériaux du monde. Mais c'est surtout que vous avez encore, dans ce Middenheim ravagé depuis des siècles, pardon, des semaines, excusez-moi, à l'intérieur de ces murs, tous les uns dans les autres, depuis, encore une fois, je le redis, des semaines, vous avez encore les Scaramores. À l'intérieur de Middenheim, vous avez encore ces foutus peuples Scaramores qui, on le rappelle, sont soumis à Scar, le héros qui est déjà mort depuis on ne sait combien de temps et qui n'est pas toujours parvenu, hein, et qui, techniquement, se sont bouffés 2 fois la puissance des incarnations du feu qui ont ravagé leurs armées, mais vu qu'il n'y avait aucune idée intéressante du côté des auteurs, eh bien ils n'ont fait que mettre des Scaramores partout. Voilà. Donc voilà ce que va affronter bien sûr pas mal de monde à l'intérieur de Middenheim. Le suivant, c'est Malekith. J'ai le doigt sur le bouton, pas de soucis, Papyric. C'est la Team Rocket, celle-là. Ah bah là, littéralement. Malekith, avec son os de l'ombre, va débarquer non loin du quartier marchand au sud de l'Ulriksmund, pas très très loin de la position de Caradrian. Malheureusement, Caradrian sera, comme je l'ai dit, encerclé. Malekith, lui, va massacrer un bon nombre de Skaven dès qu'il va arriver, ne prenant même pas au sérieux cette race. Alarielle, de son côté, va popper vers le secteur du Grand Palais, elle aussi dans un sacré mauvais état. Alors, encore une fois, Alarielle, elle est surpuissante en termes de lore. Je rappelle bien qu'en termes de lore, elle peut, en un claquement de doigts, soigner des armées entières quand elle est au summum de sa puissance, mais ça poserait problème qu'elle soit aussi puissante. Ce qui fait que lorsqu'elle est téléportée hors d'Athel Lorraine, tout d'un coup, mais vraiment tout d'un coup, alors que je rappelle que Alarielle est censée être l'anathème des démons et de tout ce qui est anti-vie,
lorsqu'elle va popper au milieu du secteur du palais, littéralement, Alarielle va vieillir de centaines d'années d'un seul coup, comme si tout d'un coup le scénario rattrapait toutes les conneries de Games Workshop. Ce qui fait qu'elle va popper non loin d'énormément d'hommes-bêtes. Elle va popper, bien évidemment, parce que sinon, hein, bien évidemment, elle représente à la fois Tell Lorraine et les Noëls d'Avelorn, donc elle va popper à côté des hommes-bêtes. Ces hommes-arbres vont se faire défoncer direct par des gorgons, et même, qui sait qui est pas très très loin d'elle, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais heureusement, elle se fera sauver le huc dès le début de la bataille par les nains et les troupes de Gelt. Atel Lorraine n'est pas en train de se faire cramer par le chaos. Non, ne me cherche pas, on s'en fout de ce qui se passe en Atel Lorraine, parce que toute l'histoire, bien sûr, ne se passe qu'à Midanheim. On n'a aucune idée de ce qui se passe à Atel Lorraine, mais techniquement, quand tu vas comprendre ce qui va se passer, Pathos, tu vas péter un câble comme moi. Gelt avec les nains viendront très 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 rapidement par un coup de chance sauver le huc d'Alarielle dès le début en perçant la ligne des hommes-bêtes, en les massacrant de la puissance de feu des nains et en formant des lignes de bataille incroyablement résistantes, en alliant le pouvoir du métal et ce qu'il reste du pouvoir de la vie. Du côté ouest de Midenheim, qui pop les uns à côté des autres, en même temps rappelez-vous que Karl Franz est au milieu de ses troupes, c'est Tyrion. Tyrion avec Karl Franz, et donc les survivants de toute la chevalerie, entre guillemets, qui était présente en Atel Lorraine, les chevaliers impériaux, les chevaliers sang-froid, les chevaliers de Tyrion et des hauts elfes, bref, la tête de la pointe elle-même, les Bretonniens, hein, bien évidemment, les Bretonniens se sont fait enfler dans ce lore, bien évidemment, parce que de toute façon, ils boudent, hein, parce que nous autres Français, nous ne savons que bouder, bien sûr. C'est pas la map du JDR V2, qu'est-ce que tu veux que je prenne d'autre, Azer, bien évidemment. Évidemment que je prends la map V2. Et de ce côté-là, ils vont popper au milieu d'énormément de Skaven. Sachez qu'il y aura des Verminarques directement qui vont popper en face de l'armée de Tyrion. Et Tyrion va les défoncer. Mais vraiment sans aucun ménagement. Vraiment, il va leur découper la tête, mais vraiment vénère. Avec un Karl Franz qui, on le rappelle, n'a plus de pouvoir d'incarnation, mais qui est là parce que sinon le scénario sera bien bloqué à un moment dans l'histoire, si on ne le met pas dans les armées. Enfin, donc là, comptez bien, vous avez 7 incarnations, elles sont presque toutes là. Et comme je l'ai dit, il y a une dernière incarnation, celle dont on ne sait toujours pas qui c'est. Ah là là, incroyable. Qui ça peut bien être? C'est le dernier vent, c'est le vent de la bête, celui qui, depuis la fin de Kane, a disparu loin à l'est. Et la première personne qui va se rendre compte, enfin, que le vent de la bête les a également suivis avec ses armées, eh bien, c'est Malekith qui, au sud de Midenheim, à l'intérieur du secteur d'Oswald, du quartier marchand et les Venelles de Midenheim, il va entendre et ressentir une immense puissance et une immense armée qui va commencer à massacrer sans ménagement Skaven et Nordiques qui se cachent à l'intérieur de la ville. Et ce n'est ni plus ni moins que Motherfucker Grimgor. Grimgor boîte en fer, incarnation du vent de la bête, pop avec énormément de puissance. Il a l'air d'être aux anges au moment où il arrive. Il n'est que puissance et violence. Son armée est constituée de 2 énormes unités d'orques noirs, des guerriers orques, des orques sur sangliers géants, des ogres, des ventres durs et des crache-plombs, et il ne représente à lui tout seul que toute la puissance de la bête. Enfin, le GOAT est là, Grimgor, Motherfucker, boîte en fer est là. Pas un seul gobelin ou snotling, et non, aucun d'entre eux. Salut Champêtre. Alors, la petite aparté qu'on va faire maintenant, parce que c'est la grande révélation de ce chapitre, on sait enfin qui est le domaine de la bête, on sait enfin que Grimgor, boîte en fer, les peaux vertes auront leur maman, ils seront là. On n'en a pas entendu parler depuis 2 livres. Ça fait 2 livres entiers qu'on n'a même pas mentionné les peaux vertes. Et là, qui pop Mister Grimgor, boîte en fer, avec non seulement des orques noirs et des orques, mais en plus des ogres. Donc, dès maintenant, je vais vous annoncer, parce que vraiment, on n'a rien, hein. On n'a rien, on sait juste qu'il pop et c'est tout.
Mais bien évidemment, les auteurs, après une merde pareille de 5 bouquins, ont dû s'expliquer à un moment ou à un autre à la commu, certains n'assumant même pas ce qu'ils avaient écrit et disant non, non, mais ne t'inquiète pas, cher lecteur, on a écrit d'autres trucs à côté qui vont compléter l'histoire, ce qui pour moi est un aveu énorme d'échec. Bien évidemment, je suis désolé, hein, je répète les auteurs, mais alors là, faut pas me prendre pour un teubé. Du genre, si tu pouvais le lire, t'avais qu'à le mettre dedans, hein, voilà, je suis désolé, mais bon, bref, c'est mal écrit, c'est mal écrit. Et dans, on va dire, le parallèle de tout ce qui s'est passé depuis 4 livres et 3 quarts, parce qu'on est bientôt à la fin du 5e livre, eh bien, la WAG de Grimgor Boîte en Fer, pour vous faire un résumé extrêmement simple, depuis 6 ans, partant des montagnes du bord du monde, au nord des montagnes du bord du monde, eh bien, en 6-7 ans, enfin presque 10 ans, pardon, excusez-moi, en presque 10 ans, la WAG Grimgor Boîte en Fer a tout simplement ravagé et détruit Zarnagronde, le nord des terres sombres, a totalement conquis les montagnes des larmes, a renversé et tué Grésus d'Andorre et a donc pris le contrôle des ogres et n'a rien fait d'autre que massacrer et détruire l'intégralité de Cathay. Débile. Il y a un petit café en même temps. Dans le livre, c'est résumé en 2 phrases ou c'est plus détaillé. Jonas, ce n'est même pas écrit. Ce n'est même pas écrit. Tout ça, c'est la magie. C'est la magie du scénario de mecs qui ont rajouté, d'auteurs, hein, des auteurs qui ont signé ça, qui ont rajouté ça quelques semaines après la sortie des bouquins. Tellement ils savaient que c'était de la merde. Il a cassé la machine à café, voilà, c'est ça. En fait, les orques sont partis en croisière autour du monde. Ok, c'est stupide, mais let's go. C'est ça. Tout ça, en fait, pour qu'en un seul claquement de doigts, des semaines après le livre, les auteurs disent non, non, mais on n'a pas oublié Cathay, ils sont juste fait tuer par Grimgor. Mais mec, mais parle-en. Mais mec, les ogres, les nains du chaos, Cathay, Nippon. Mais mec, parle-en. Imagine s'ils avaient développé ça en plusieurs chapitres détaillés avec de vraies batailles épiques. Mais oui. Mais oui. Bref, le duel Grimgor Dragon Empereur, là, on le voulait, le bordel, c'est clair. Grimgor, le vrai vainqueur de la fin des temps. Il aurait pu faire un 6e bouquin Grimgor à 80 boules. En plus, ouais, patient, ils auraient pu nous faire payer encore. Donc bref, c'était la petite aparté pour tout de suite que je réponde aux questions qu'on allait me poser du genre, mais qu'est-ce qu'il a fait Grimgor pendant ces 10 ans de fin du monde? Eh bien voilà. Juste le plus grand empire humain, alors pas vraiment humain, mais détruit par un seul vrai orc, c'est ça. Et le chaos qui galère à tomber l'empire et qui se la vide depuis des millénaires. Grimgor, are you serious? C'est ça. Grimgor qui a fait le plus de dégâts sur le vieux monde que le chaos. Littéralement, oui. Donc, imaginez qu'un Grimgor donc, a la surpuissance de son domaine, qui vient littéralement donc de exploser la moitié du monde connu, enfin, allez, un tiers du monde connu, eh bien, il pop dans une ville où il y a plein de nouveaux combattants, plein de nouveaux généraux, plein de nouveaux ennemis à abattre. Donc, voici les 8 vents. Voici d'ailleurs les petits alliés qu'ils ont avec eux. Alors bon, c'est pour vous les montrer, mais il faut bien. Du côté de... Alors, je me suis gouré d'ailleurs. Imric est avec Tyrion, excusez-moi, il est pas avec Malekith, mais bon, est-ce que c'est important vu qu'il n'est même pas mentionné durant la bataille? Oh, putain. Ah, je pète un câble. Il est juste marqué dans la liste d'armée, mais en fait, vous savez, il a été oublié sur la table en tant que renfort. Vous voyez de quoi je parle? Pareil, hein, je n'ai même pas... il est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant. Hein.
Pareil, vous avez peut-être remarqué que je n'ai toujours pas mis, pardon, Nestra et Arahan, alors que ce sont mes persos préférés, parce que pareil, elles sont sur la liste d'armées, mais elles n'apparaissent même pas durant la bataille dont je vais vous parler. C'est nawak ce qu'il se passe. Donc bref, vous avez les nains avec Gelt, vous avez Vlad qui n'est pas très très loin, parce que Vlad est à Midanheim, n'oubliez pas. Vous avez Vlad qui est pas très loin d'Ariel et de Gelt, parce qu'il veut pas trop se rapprocher de Nagash. Vous avez Arcane et Krell, bien évidemment, qui sont avec Nagash. Grimgor, il a besoin de personne. Malekith, techniquement, on a besoin de personne. Caradrian est dans la merde. Et Tyrion, Karl Franz et Imric sont de leur côté. Le Grimgor, il pop avec personne en nommé, ni Warzag, ni Borgut. Non, mais vraiment personne. Sa fin des temps reste logique par rapport à cette bataille sans Imric. Oui, c'est ça. Archaon pendant ces temps-là avec une pelle. Alors, je vais vous en parler aussi, mais d'abord, je vous dis, quels sont les nommés quels sont les nommés du côté du chaos? Merci Mordot, merci beaucoup pour le 22e mois de sub, merci beaucoup à toi. Qui est en face? Alors bien évidemment, sans compter les Skaven, les Kurgan, les hommes bêtes, les Scaramors, tout ça, bien évidemment, c'est partout. Galroche n'est même pas présent, rêvez pas. Salut Quentin. Voici les personnes qui sont présentes, nommées entre guillemets. Déjà, nous savons que vers Alarielle, la plus grande menace de toutes, qui s'est vouée au chaos, à Khorne lui-même, c'est ni plus ni moins que Hellebron. Non, on est bien d'accord. Bien évidemment que c'est un nom officiel et radical, bien sûr. Attendez, je cherche un artwork de Hellebron, mais je sais même plus où, qu'est-ce que j'en ai foutu, bien sûr. Là, peut-être, oui, voilà. Excusez-moi. Donc voilà, avant qu'on me pose la question, je vous disais que Hellebron était disparue. Elle était disparue, on n'en parlait plus avant la fin des temps. Et en fait, pour moi, ça c'est pas Hellebron. C'est pas Hellebron parce que Hellebron est passée donc à Khorne. Elle est passée donc à Khorne, donc la prophétesse de Kain lui-même est passée à Khorne. C'est un nom. C'est un nom loristique. C'est complètement infaisable. Valkyrie va pas être contente, voilà, c'est ça. Elle a fait vite, n'empêche, pour rejoindre Midenheim. Oui, elle s'est téléportée aussi, pareil, on s'en fout. Parce que je rappelle qu'elle a quitté Athel Lorraine il n'y a pas longtemps. Comment elle a pu se téléporter aussi vite? C'est juste n'importe quoi. Kain Khorne, c'est presque pareil? Non, c'est pas vraiment pareil, non. C'est juste que ils n'avaient pas d'autre idée. Ils n'avaient pas d'autre idée. Alors qu'ils avaient l'autre comte Scaramore, là, de Scar, je sais pas quoi, là, qui revient à la vie non-stop. Ils auraient pu mettre celui-là, mais non. Ils mettent Hellebron. Et surtout, ils mettent Hellebron. Pourquoi ils disent qu'elle est passée à Khorne? Vous savez que c'est même pas un choix du personnage parce que Kain, pour elle, est devenu Khorne, etc. Non. C'est juste préciser que Hellebron est devenue folle. Elle est juste devenue folle, en fait. C'est pour ça qu'elle se bat pour Khorne. Parce qu'elle est folle. Voilà littéralement l'excuse. Voilà. De pourquoi elle combat pour Khorne. Mais laissez-la. Mais elle a toujours été folle. Oui, mais la plus. Voilà. Donc, ça va être la grande, bien évidemment, ennemie, vous l'avez compris, de Madame Alarielle et de Gelt, bien sûr, et Hellebron. Vous avez du côté de Grimgor énormément de Skaven qui posent problème. Et c'est surtout un Skaven en particulier qui va poser problème, un Verminarque véritablement, qui va très très vite comprendre que Malekith est au nord, Grimgor est au sud, et que Grimgor a l'air d'attaquer absolument n'importe quoi. Encore une fois, Grimgor, qu'importe, il est là pour se battre, il n'est pas là pour le Conseil des Incarnations, il n'est pas là pour sauver le monde, il est là pour le détruire lui-même. Et donc le Verminarque va tout faire en fait pour que que Grimgor et ses orques soient dirigés vers la force de Malekith pour que les deux s'affrontent et s'entretuent. Du côté des morts-vivants, c'est beaucoup moins la rigolade parce que du côté des morts-vivants, il y aura deux persos nommés qui vont faire face à Nagash, Arcane et Krell. Bien évidemment que Nagash, après avoir tué des milliers d'innocents
pour avoir des troupes gratuites, ne va pas faire grand-chose de toute la bataille et va laisser tout faire à Krell et à Arcane. Quid de Tankol? Il est pas là, cherchez pas, il est pas là, et on n'en parlera plus, tous les personnages Kaven, à part les Vermine Lord, on n'en parlera plus. Hein. Et en face de Krell et de Arcane, vu que Nagash reste en retour, eh bien c'est Sigvald ainsi que Trog qui vont se mettre en face. Alors la petite anecdote très intéressante entre Sigvald et Troll, ils ont été ramenés de force par Archaon pour protéger la ville, parce que sinon ces personnes, on n'en aurait pas parlé, ça aurait été un problème, bien sûr, parce que franchement, il n'a pas besoin de tout ça, hein, Archaon, pour gagner la bataille. C'était bien la peine de faire survivre Skroll. Oui, non, mais cherchez pas. Et en gros, Sigvald a été ramené de force pour éviter qu'il se la coule douce dans les ruines de Paravon en buvant du sang de Bretoniens, ce qui veut dire donc qu'il a tué très certainement tous les Bretoniens qui sont sortis d'Atel Lorraine, y compris donc certainement l'autre lâcheur. Et il a également ramené Trog, parce que Trog, la bête, l'incarnation des trolls, des monstres, etc. Il a une armée inarrêtable, hein, Trog, elle est imbattable, son armée. C'est littéralement toutes les créatures des Désolations du Chaos qui tiennent juste dans ce petit quartier-là, hein, on est d'accord, donc what the fuck. Et sachez que Sigvald était tellement énervé, c'est très important pour le lore, Sigvald était tellement énervé d'être à proximité de Trog que il a planté Trog et a essayé de le buter avant de partir affronter les incarnations du chaos. Chose que Sigvald, dans sa tête, il a réussi. Sauf que c'est faux, Trog a survécu à cette attaque. Et donc Trog, en fait, il vient combattre dans ce quartier-là, pas seulement les intrus qui arrivent en Middenheim, mais aussi pour essayer de tuer Sigvald. Donc, c'est bien la preuve que le chaos, même avec Archaon dans la cité, n'est pas uni. Donc encore une fois, essayez de m'expliquer pourquoi les corneux essaient pas de tuer tout le monde. Quelle est cette ville? C'est Middenheim, enfin, ce qui en reste. C'est un vrai chaos, littéralement. Et enfin, cerise pour le gâteau, les 3 doigts au fond de la prostate pour être bien sûr que tout le monde ait bien compris qu'on se fait enfler par le scénario, parce qu'encore une fois, sinon on est bloqué. Teclis, qui a téléporté les incarnations et leurs armées, a trop bien fait son travail. Il a trop téléporté d'armées. Vous avez reconnu ce petit logo. Il a également, par inadvertance scénaristique incroyable, il a téléporté aussi avec les incarnations, sans le vouloir, la plus grande partie de la chasse sanglante, avec le fameux démon majeur Kabanda. La magie! Parce que je rappelle bien évidemment que les nouveaux buveurs de sang étaient sortis, il fallait donc les acheter. Le truc qu'il a voulu fuir avec le TP, ils l'ont ramené avec eux. C'est ça. Il était fatigué, Teclis. Ouais, il était fatigué. Donc voilà, c'est juste pour vous rendre compte à quel point il était... C'est vraiment le scénario qui bourrine et bourrine et bourrine pour que les buveurs de sang soient là tout le long, ou en tout cas la moitié du livre. Donc c'est un pouvoir irrésistible, là, c'est ça. Et donc maintenant que vous avez ces rapports de force, il manque 2 personnes. Alors est-ce que je l'ai fait ou pas le truc? Je suis pas sûr d'avoir... que j'ai pas oublié de l'enregistrer le dernier. Oui, malheureusement j'ai oublié de le laisser. Et donc il reste une dernière chose. Il reste 2 personnages dont je vous ai pas encore parlé. 2 personnages. Merci Luric, personnellement pour tes 100 bits et ton sub offert à la commu. Merci beaucoup. Il reste 2 personnages qui ne sont pas sur le plan comme vous le voyez, parce qu'ils sont tout au fond de la fosse, en face du fameux artefact qui déclenchera la fin du monde. Et ce duo, il est là. C'est Teclis, prisonnier, affaibli, et Archaon lui-même, qui est au fond de la fosse et qui, pendant
les presque 60 pages de bataille ne va rien faire à part taunter Teclis et passer pour le roi des cons. Ciao Luric, bon JDR. Tout ce qui va se passer pendant les 60 pages, une larme pour le lore. Est-ce qu'il y a un rire démoniaque? Est-ce qu'il y a un chat? Tout ce qui va se passer de leur échange pendant toutes les batailles qui vont se passer au-dessus, les 3 grandes batailles qui vont se passer au-dessus, c'est Archaon qui va dire « J'ai gagné, l'artefact je l'ai trouvé, il est prêt à s'ouvrir » et Teclis qui va simplement lui dire « Non, on est là pour te détruire, Sigmar est venu pour te détruire » et Archaon dira « C'est faux, Sigmar est un mensonge » et à chaque fois qu'il va dire ça, ce qui, je le rappelle bien, a été tout le lancement de la quête d'Archaon, qui a été le centre névralgique de toute l'histoire de ce personnage qui va déclencher la fin des temps, je le rappelle bien, qui est donc censé détruire tout ce monde, détruire tout ce qui est en lien avec Sigmar et qui pense qu'il l'a réussi. À chaque fois qu'il va dire, d'où vient Archaon? C'est un impérial à la base. Dès qu'il va dire à Teclis, Sigmar est un mensonge, le scénario et le livre ainsi que l'auteur vont bien montrer qu'il a tort. Il va même avoir un passage où Archaon rétorqua que Teclis ne croyait qu'en un mensonge, comme tous les impériaux et tout ce qui a fait le vieux monde. Et en fait, l'auteur rajoutera et Archaon n'avait pas idée à quel point il se trompait, à quel point lui-même n'avait vu que ce qu'il voulait voir dans les écrits qui lui ont déclenché sa folie. Donc le mec, l'auteur, en 2 lignes, détruit l'intégralité du background du personnage de Archaon et fait en sorte que Archaon est donc passé du mauvais côté de la balance parce qu'il n'a pas bien lu et qu'il a voulu lire que ce qu'il voulait. Mais mec, mais va te faire voir. Merci Varkrat, merci beaucoup. C'est dingue. C'est dingue qu'ils font ça. C'est vraiment dingue qu'ils en soient réduits à faire ça. Par contre, il est dyslexique, en fait, c'est ça. C'est vraiment con, quand même. Donc, voilà tout ce qui va se passer pendant 60 pages. Merci. Bonsoir, Grumpy. J'espère que tu vas bien. Donc, maintenant, passons un petit peu en revue les batailles. Alors, comme je vous l'ai dit, Caradhrian sera celui qui sera le plus dans la daube au début de la bataille. Son hoste du feu va devoir faire face à énormément de Kurgan et de Scaramore. Donc, des humains pour la plupart. Des humains du chaos. Tout d'abord, il va être en difficulté. Patati patata. Ah là là, je vais perdre la guerre, c'est terrible. L'incarnation du feu va mourir. Ah non, ça sera que le deuxième à mourir, hein, vu qu'avant, je rappelle que c'était une Grimm. Et au final, il va arriver à s'en sortir et à percer un peu la ligne en direction de l'ouest vers, en effet, rappelez-vous, Tyrion et Karl Franz. Mais il va perdre nombre de ses troupes, y compris les élus d'Azurian avec des phénix. Bref, la bataille va être extrêmement dure dès le début, mais la supériorité martiale des elfes boostée par le pouvoir du feu fera que les Kurgan, à un moment ou à un autre, vont commencer à céder et permettre à Caradhrian de sortir de ce guêpier d'où il était tombé. Comment il va faire pour détruire les royaumes magiques qui flottent dans le Warp en disant que Sigmar c'est le dieu du chaos, c'est les dieux du chaos qui existent. Voilà, c'est ça. Donc on va tout de suite enchaîner avec la bataille à l'Est. Alors la grande bataille de l'Est, elle est... Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette bataille? Donc comme je vous l'ai précisé, sur tout le flanc Est, c'est donc l'host de Nagash, avec Arcane, Krell et Vlad qui fait quelques allers-retours, qui vont tomber face à énormément de Nordiques,
et surtout qui va tomber face à Sigvald. En fait, tout va se passer. Quasiment tout le récit tournera autour. Alors, Arcane booste les morts vivants. Chaque Nordique qui va mourir va remplacer et va devenir un membre de l'Host de la mort. Patati, patacoufin. La mort est trop forte, même sans Nagash qui agit, etc. Oh là là, il est vraiment trop fort. Mais en fait, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'incroyable défi qui va se passer. On a la réponse sur un personnage qu'on ignorait. Lorsque Krell, le seigneur de je sais plus quoi, dans la mort, le grand roi revenant, ancien guerrier du chaos, qui est devenu un roi revenant au service de Nagash, lorsque Krell va apercevoir Sigvald pour la toute première fois depuis des éons, Krell va suivre son instinct. Il va reconnaître celui qui l'a tué de son vivant. Et donc, un combat incroyable va se lancer entre Sigvald et Krell. Véritablement, tout ce qui se passe autour n'a pas d'importance. Vraiment, tout ce qui se passe autour n'est que de la daube. C'est vraiment écrit sur ce duel. On a un match retour, littéralement. En vrai, c'est une bonne idée. En vrai, c'est une très bonne idée. Ce défi sauve un peu la bataille. Mais Sigvald, il a plusieurs siècles d'existence. Il est très vieux, Sigvald. Hein. Il est très très beau et jeune parce qu'il est juste entretenu par Slaanesh. Il marche super bien son lifting. En même temps, c'est un mec de Slaanesh. Donc, le combat... Alors, on est d'accord qu'en termes de statistiques, Krell se fait défoncer la tronche par Sigvald en termes de stats. Mais... il est quand même un Mortark, hein, il est un seigneur de Nagash, c'est quand même pas rien. Le défi va être assez impressionnant. Le bouclier de Sigvald sera détruit. Il sera détruit dans ce grand combat. La rapière va passer plus d'une fois à l'intérieur de Krell, mais Krell va se soigner parce que la mort est omniprésente vu qu'il y a quand même Arcane derrière qui soigne. Mais au fur et à mesure, Krell va prendre l'ascendant dans le défi. Krell va prendre l'ascendant sur Sigvald jusqu'au moment où, en laissant Sigvald le transpercer de sa lame, il va désarmer Sigvald et va, en un énorme coup de casque, un énorme coup de haume, va défigurer Sigvald du menton jusqu'au-dessus de l'arcade pour de bon. Hein. Alors comme l'écrit, je comprends pas comment un coup pourrait, alors que Sigvald, voilà, on s'en fout, vraiment on s'en fout. Bref, lorsque Sylvac va voir le reflet de son propre visage défiguré à jamais, apparemment, c'est décrit comme à jamais, eh bien Sigvald, tout d'un coup, va... c'est vraiment écrit comme ça, hein, je ne vous mens pas. Il devient aussi frénétique qu'un serviteur de Khorne. La phrase est vraiment écrite comme ça pour le grand seigneur de Sigvald, de Slaanesh. Cependant, tout ça, c'est pas grave. Tout ça, ce n'est pas grave. Ce n'est que des mots, après tout. Bref, quand Sigvald va péter un câble, vu qu'il est défiguré à jamais, ça avait bien commencé sans être obligé de le tout gâcher, c'est ça. Attendez, c'est pas fini. Hein. Sigvald va donc péter un câble. Il va réussir à renverser la tendance et va mettre au sol Krell en lui coupant un bras. En fait, il va arracher sa rapière de l'intérieur de son corps et va découper en un seul orion le bras de Krell et va réussir à le mettre au sol, bloquer sa hache et son bras combattant et à planter. Alors, Krell va péter son épée en deux en faisant le retour. Donc bref, c'est un combat de kaiju. Et malgré cela, Sigvald va réussir à le foutre au sol, planter sa rapière pétée à l'intérieur du crâne de Krell. Merci Chocoris pour les 28 mois de ça, merci énormément. Et lorsqu'il va voir que même la rapière plantée, un bras coupé et Krell au sol, impossible de bouger, Krell sera toujours semi-vivant, semi-mort. Et
Sigvald va péter un plomb et va le défoncer à coups de poing, se brisant les doigts au passage et se brisant les mains au passage sur le crâne de Krell, jusqu'à ce que Krell soit battu à mort à main nue au sol. Ok. MMA style. Ah, gros MMA style. Hein. Gros bourrin, monsieur Sigvald. Nagash aurait pu, en un seul claquement de doigts, refaire vivre Krell. Le seul problème, c'est que Sigvald, venant de défoncer son ennemi de toujours pour donc la deuxième fois, Krell perd son deuxième combat dans la vie et dans la mort. Sigvald hurle de rage parce qu'il a tué cet adversaire. Il a plus de mains, ses mains sont en charpie, hein, littéralement. Il a plus d'armes, il a plus de bouclier, son visage est détruit. Cependant, tout d'un coup, un énorme gourdin, et je choisis bien mes mots, un énorme gourdin s'abat sur Sigvald et l'écrabouille et le tue pour de bon. Et c'est l'arrivée de Trog. Alors là, 6, c'est drôle. Il s'est fait troller. Il n'y a pas un vomito? Non, non, il l'écrabouille de sa massue. Il l'écrabouille de son gourdin. Et Trog, ayant donc vengé l'attentat tenté contre lui de Sigvald, parce que je rappelle bien qu'il a essayé de le tuer au tout début de la bataille, Sigvald, pour bien montrer que c'est un troll et qu'il est bébête et que ça fait rire les gens, parce que pipi caca, ça fait beaucoup rire les gens, Trog va uriner en lâchant sa vessie et son urine sur le cadavre de Sigvald et de Krell. C'est un prince démon, Sigvald? Non, c'est un seigneur du chaos. Non, il est mort, hein, Sigvald. C'est le seul moment lore du bouquin. Donc voilà. Après, c'est troll au moins. Mais il est supposé être intelligent, Trog, oui. Tu aimes bien Zinch ou bof pas trop, non? J'aurais bien vu Trog qui lui vomit dessus pour le tuer. Bah non, j'ai relu tout à l'heure, il lui fout un énorme coup de gourdin dans le dos, il lui pisse dessus. La Golden Shower, c'est ça. Juste non. Il y a Albinus qui dit juste non. Et donc, vous savez ce qui se passe au moment de l'arrivée de Trog, et donc, je le rappelle, de son armée de trolls du chaos et de monstres de tout le nord qui étaient dans Middenheim depuis donc le début, au milieu de plein de troupes de Skaven très, très gustatives, et que apparemment personne ne peut contrôler Trog parce qu'il vient quand même de tuer Sigvald. Nagash voit ça. Nagash voit ça. Arkhan est toujours là. Krell est mort. Vlad est parti au nord aller aider Alarielle et Gelt. Et Nagash, quand il voit ça, il regarde Arkhan. Arkhan se tourne vers lui en lui disant: que puis-je faire pour vous, mon seigneur? Arkhan qui est le loyal à fond. Et Nagash va se transformer en nuage de mort. Oui, vous avez bien entendu ce que je viens de dire. La magie! Il va se transformer en immense nuage de mort et va lâcher un dernier mot à Arkhan. Meurs bien, mon serviteur, lorsqu'il ordonne à toute sa horde de retenir Trog. Donc Nagash, à part avoir buté des prisonniers, n'a encore rien fait pour l'instant. Alors vous savez pourquoi il fait rien, hein? Pourquoi il relève pas Krell et tout ça? Parce qu'il veut être à plein pouvoir quand il va affronter Archaon. So long, Arcane.
Voilà. Il a toujours fait plus qu'Arcaron. Il a la flemme. Toucher ma bosse, monseigneur. En même temps, il est mort combien de fois, Arcane? Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que là aussi, c'est décrit comme ça dans le roman. Quand Arcane, il reçoit la réponse de Nagash, et Nagash qui lui dit meurs bien, mon serviteur. Arcane, pour la première fois de sa vie de mort-vivant, sait que Nagash va pas le relever. Il sait que là, il l'abandonne. Et Arcane va rester là et combattre. Mort de masse. Bien sûr que ça me parle. Donc voilà. Et voilà comment se conclut cette bataille. On sait juste que Arcane va tenir le plus longtemps possible et mourir face à Trog et à ses monstres. Voilà. C'était la première bataille, hein, la première grosse bataille. Il en reste 2 autres. Je sais pas si vous êtes prêts. Oh putain, non. Ah non. Ah non. Ah non. La deuxième bataille. Alors la deuxième bataille, il y a un très grand jeu de mots qui est fait. La bataille, c'est le belvédère de la vie et de la mort, je crois. Sans deck, je blague à peine. Hein. Pardon. Le choc de la vie et de la mort. C'est rigolo. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette bataille? Je vais essayer de vous la résumer quand même. Les hommes bêtes, les scaramores, je précise, hein, parce que je ne l'ai pas dit. Malheureusement, pardon, c'était trop obvious pour moi. Hein. Mais j'aurais dû en parler, hein, pardon. Attendez, hop, je vais vous mettre les figurines. Les scaramores, hein, les démons, les furies, tout ça, hein, tous les mecs de cornes, ils suivent Elébron. Ils suivent Elébron, hein, dans la bataille que dans celle-là. Parce que les scaramores, lorsqu'ils voient Elébron, ils voient Valkia. Bref. La bataille va être un massacre. Littéralement. Ça va être un massacre total. En gros, les scaramores, les démons et les hommes bêtes vont mettre énormément à mal les forces d'Alariel. Car Alariel, justement, donc l'incarnation de la vie elle-même, ne fait que dépérir. Parce que tout s'effondre, parce que sinon elle est trop forte. Qu'est-ce qui valait pas le coup de ramener Ravelka, monsieur Workshop? On ne sait pas. Bref, Alariel est hors d'état de jeu. Voilà, elle est déclarée comme hors d'état de jeu, hors d'état de nuire, même pour le scénario, parce que sinon, elle est trop puissante. Donc, ceux qui vont faire la bataille, c'est Gelt, les nains, beaucoup les nains, parce que tout d'un coup, il y a un auteur qui a dit « Ah tiens, au final, est-ce qu'on mettrait pas un peu les nains quand même pour cette bataille finale ?» Et surtout, bien évidemment, Durtu qui est là. Merci Berdetchup, merci beaucoup pour le follow. Durtu qui va faire un massacre, mais vraiment un massacre tonitruant. Il va défoncer du buveur de sang pour le plaisir. Hein. Durtu, ça va être une brutasse absolue. Gelt, qui a son Pégase qui est blessé et donc qui est obligé de rester au sol, va buffer les nains, buffer les elfes, buffer les esprits de la forêt pour affronter les furies, les démons, les scaramores, etc., etc., etc. Mais rien ni personne ne peut arrêter Elébron. Elébron est beaucoup trop puissante. Galvanisée par le pouvoir de Kane de Méphès, de Korn, pardon, excusez-moi, de Méphès, eh bien, elle va réussir à percer la ligne pendant que Durtu est en train de combattre des buveurs de sang, parce que sinon Durtu aurait pu la tuer. Et donc, il va y avoir l'affrontement face-to-face avec Elébron rallié à Korn complètement folle, qui affronte Alariel qui est à 2 cheveux de mourir.
Donc gros combat encore une fois pour Korn, qui adore, on le sait, massacrer des mecs qui ne savent même pas se défendre, qui ne donnent même pas de challenge bien sûr à leur combat. On sait que Korn adore ça. Et donc Alarielle va se faire bolos, hein, on va pas se mentir. Elle se fait bolos, son bâton se fait couper en deux, et Alarielle se fait planter en plein ventre par Elébron. L'incarnation de la vie est donc en train de mourir. Elle se fait planter direct. Hein. Elébron, elle traverse, pouf, elle hop, et direct. Je vous résume, mais parce que j'en peux plus. Vraiment, là, déjà, on en est à 1h10, j'en peux déjà plus. Elébron va percer. Le diadème, tout ça, oui, je rappelle que dans le diadème, il y a Be'lakor emprisonné, etc. Mais bon, là, on a déjà oublié Be'lakor, hein, il a eu son chapitre. Combat de 2 secondes, ouais, à peu près ça. Alarielle se fait planter en plein ventre. Merci Chogoris pour les 10 subs offerts. Merci énormément pour la commu. Merci beaucoup. Et vous savez ce qui se passe? La magie! Alarielle est plantée. Hein. Alarielle est plantée par une dague de furie. On est d'accord. De la reine des furies. On est d'accord. Je rappelle que Eltarion, il a failli mourir à cause de ça. Elle a quasiment plus de pouvoir parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Merci Messande Chris, merci beaucoup pour le follow. Eh bien, à ce moment-là, Cependant, comme je l'ai dit, c'est un énorme cependant qui se passe. Alarielle, qui est la déesse de l'incarnation du vent de la vie lui-même, des soins, va lancer un sort de soins sur Elébron. la magie! Alarielle, plantée en plein ventre, face à elle, la reine des furies possédée et folle par le pouvoir de Korn. Elle fait un sort de soin monumental sur Elébron. Et elle dit merci en plus. Ils ont écrit sous drogue. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, pendant quelques secondes, Elébron est soigné de sa folie et prend conscience de tous les massacres qu'elle a faits depuis des éons et est submergée par le désespoir des massacres qu'elle a faits. La magie! Ce qui fait que Elébron lâche ses armes et Alarielle prend la dague qui est par terre et tue Elébron en mode surin. Et les deux tombent l'une sur l'autre. La magie! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Les prises de drogue et d'alcool, c'est vraiment mauvais, mais oui. Riel, c'est une scavenne. C'est beau pour une déesse de la vie. Je suis confus. Salut The Painthouse. Et donc, vous vous rendez compte que là, l'incarnation de la vie est en train de mourir? Je vais vous en parler après du couple. Elle est en train de mourir. Et qui c'est qui arrive après tout le combat, après avoir bolos des dizaines de démons et genre un doublon de démon majeur? C'est Durtu. Et Durtu,
quand il voit Alarielle au sol en train de crever, Durtu, le dernier aïeul du monde de Warhammer, la toute-puissance de l'incarnation d'Athel Loren sur Terre, ben il n'est pas d'accord. Et donc, La magie! il va toucher Alarielle du bout de son doigt et va lui transférer l'intégralité de sa vie et de son énergie. Il lui donne son ki. Et Alarielle se soigne en 2 secondes et redevient l'incarnation de la vie, full power. Rip Durtu, ah oui, il est mort. Ouais. Witness me! Elle a fait exprès de dire qu'elle était morte. C'est ça. Aussi utile que Sakura. Faut arrêter de prendre de l'héroïne avec la coke. Comme ça, not like this. Donc je suis désolé, mais pour moi, Durtu a une meilleure fin dans ma version que dans celle-ci. Le vent du mercurochrome. Et du coup, il ressuscite Durtu et il défonce tout le monde à deux. Non, non, elle le laisse là. Hein. Il est pétrifié. Je regarderai la rediff quand j'aurai le courage. Bonne soirée. Reste avec nous, Kirbros. Tiens bon, c'est pas fini. Et donc, Elebron, incarnation de Korn Kane de Méphès, meurte comme une daube. Son hôtel détruit par Durtu avant qu'il donne sa vie pour Alarielle. Alarielle qui revient full power, qui bannit en une seule seconde, en libérant son pouvoir, 300 mètres de démons de Korn en un seul coup. Parce qu'elle se rappelle qu'elle est l'anathème des démons à ce moment-là. Les nains qui continuent de tenir la ligne, parce que les nains sont juste là pour la figuration. Et Gelt qui continue de buffer en se disant « Non mais ça va, vous inquiétez pas, tout se passe bien, on y arrive, on y arrive ». Je viens de regarder toutes les rediffs. Ah, Cabros, attention au moral. Eh bien, qui c'est qui arrive maintenant? Isabella. Parce qu'elle n'était pas morte, alors qu'elle est tombée face à Nagash, je le rappelle. Isabella, toujours possédée par son démon majeur de Nurgle, et elle arrive avec une armée de Nurgle. Oui, oui, Isabella von Karstein, oui, oui, oui. Et donc, bien évidemment, qui va se mettre en travers de son chemin, qui a combattu aux côtés d'Alarielle et de Gelt, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais je suis désolé, je peux pas penser à tout dans cette fin des temps. Vlad, bien sûr, va se mettre face à face. Alors, véritablement, précision importante, Vlad, après que Alarielle est sauvé, enfin, s'est remise sur pied, etc., Vlad est monté en haut d'un bâtiment, et en haut d'un bâtiment en faisant I am the night, parce que c'est un vampire, chauve-souris, Batman, tout ça. C'est Vlad, tout le monde l'adore, et ça devait spinner sur l'image de Vlad, je pense, chez les auteurs. Vlad, quand il monte en haut d'un bâtiment, il va tomber sur qui? Il va tomber. Ah, pardon, j'ai loupé mon effet. Il va tomber sur Manfred. Il va tomber sur Manfred von Karstein. Rappelez-vous, Manfred qui a quitté Athel Loren après avoir vendu Athel Loren à Be'lakor. Et vous savez ce qu'on sait? Manfred von Karstein, le plus égocentrique de tous les vampires. Cependant, Eh bien, il vient de jurer allégeance à Archaon. Il est devenu l'un des lieutenants d'Archaon. Je vous laisse réfléchir à ça pendant 2 secondes. la magie!
Tu fous la merde, tu fous la merde. Et encore une fois, le chaos, aucun problème d'employer des vampires, voilà. Je l'avais deviné. Is no good eternal, c'est ça. Et donc, Vlad va tomber face à Manfred. Manfred qui va être face à lui. Et là, vraiment, je suis désolé. Alors, je vous le montre, hein, parce que c'est très rigolo. Je vous montre le face-à-face. Hein. Vous le voyez, il est là. Hein. C'est un petit échange. Vous voyez le petit texte. Vous le voyez, hein, le petit texte. D'accord, voilà. Mais il est pas lié à Nagash, Manfred? Si. Merci Kirkados pour le prime du 12e mois. Merci à la maman. Je vous résume les phrases. Vlad qui dit: êtes-vous venu me tuer ou m'aider? Je ne perdrai pas mon temps ni dans un cas ni dans l'autre, si cela revient au même pour vous. Vlad qui répond: vous n'avez pas changé. Tôt ou tard, vous devez choisir un camp. Je l'ai fait, il y a longtemps. Je lutte pour moi-même. Vlad qui répond: alors vous êtes plus proche de Nagash que de vous ne le pensez. Qu'elle soit juste ou cruelle, un véritable chef croit en quelque chose de plus grand que lui-même, un tyran ne croit en revanche qu'à lui seul. Dois-je comprendre que tout ce que vous avez fait a été motivé par votre seule générosité? Peut-être pas au départ, concéda Vlad. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Souvenez-vous juste de ceci, le destin n'est pas tendre avec les tyrans. Et Manfred qui dit: ni avec les nigauds. Vlad qui dit: pourquoi êtes-vous là, mon garçon? Manfred qui dit: pour profiter de la convivialité de cette réunion de famille, bien entendu. Et qui c'est qui arrive après derrière? Isabella. Cet échange, ce dialogue où Manfred gagne du temps en insultant Vlad de nigo. C'était épique. Quelle violence. Je rappelle que ce sont des vampires sanguinaires. Hein. On a l'impression que c'est des gosses de 8 ans. Je suis formel, c'est interdit d'insulter Vlad. C'est du CM1. Et donc, pour vous résumer ce qui se passe, parce que mentalement, on n'y arrive plus, les hostes de Nurgle seront beaucoup trop puissants. Parce qu'elle arrive avec un host intégral de Nurgle, hein, bien évidemment. Je rappelle que la plupart des défenseurs d'Alariel sont déjà tués, parce que Elebron est passé par là. Il ne reste donc que les nains. Gelt comprend qu'il ne faut pas rester là. Et donc, écoutez bien ce que je dis, Gelt prend Alariel sur Vif-Argent, qui ne peut toujours pas voler, donc il cavale, et demande aux nains de tenir la ligne. Avec Vlad et ses morts vivants. Et donc, Gelt et Alariel abandonnent les nains qui vont tous mourir. Balthazar qui fait: hey, ciao. Ne te marre pas, le streamer. C'est donc la deuxième incarnation qui abandonne son armée. Hein. On est bien d'accord. Sans langue, bébé. Ah là 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 là. Ah, c'est terrible. Alors qu'il a un sort de TP super puissant, mais bref, rancune 100 000%. Ça devient une mauvaise habitude de se barrer au milieu des combats. Des nains et des vampires qui se battent pour défendre une elfe, on dirait un scénario de Dunkerque. Bah, le fait que, en fait, c'est bien, je trouve que les nains défendent Alariel et les elfes, parce qu'ils essaient de prouver qu'ils sont meilleurs qu'eux dans la bataille, un peu l'orgueil des nains, l'orgueil des elfes. Le petit moment est assez cool, mais vraiment que Balti, ils partent en disant... C'est vraiment une scène du genre, ils regardent les yeux du nain, le nain regarde les siens, et vu qu'ils ont vécu des
Bataille incroyable à Averheim. Ils ont combattu une fois ensemble, je le précise. Le nain lui fait, vas-y, va-t'en. Mais TP-les, je sais pas, fais quelque chose. Et donc, je vais finir avec cette bataille aussi parce qu'on n'y est plus 20 minutes. Vlad et Isabella, bien sûr, vont se faire un face-à-face. Bien sûr, il va y avoir un énorme combat. Pas du tout, le combat est nul, il est nul à chier. Le combat Vlad-Isabella, il est pourri. Isabella tente de combattre Vlad, elle arrive à le blesser au bras, mais il fait beaucoup plus d'art martial qu'elle alors qu'elle est possédée par un démon majeur. Et donc, il se soigne avec son anneau, parce que maintenant l'anneau ne fait pas seulement faire revenir Vlad, parce qu'il même des cendres, mais il le soigne en direct. Et Vlad va réussir à faire... En fait, Vlad... pendant le duel, pendant que c'est épique, tout ça, pas du tout, hein, c'est juste que ça va beaucoup trop vite, eh ben, il maîtrise le défi en faisant une clé de bras à Isabella. Et c'est écrit comme ça. Isabella, possédée par un démon majeur, n'est pas plus puissante que Vlad solo. Et ce qui se passe, Vlad ne veut pas tuer Isabella. Et quand il lui fait la clé de bras et qu'il lui arrache son épée des mains, il prend son anneau, il le met au doigt d'Isabella d'où il tient la main. Et vu qu'il l'enserre et qu'elle n'est pas assez forte pour se sortir de là, parce qu'elle est juste possédée par un démon majeur de Nurgle, ils sautent tous les deux depuis le haut du bâtiment où ils se battent et ils s'empalent tous les deux sur un pieu. Je trouve la mort de Vlad, pas le combat, classe. Oui. Mais voilà quoi. J'ai pas les mots. La magie! Du coup, il a plus l'anneau, lui. Non. Il n'a plus son anneau. C'est donc la fin définitive de Vlad. Alors, petite anecdote. Les joueurs d'AOS me diront si j'ai tort ou pas. Gelt, quand il va s'enfuir, quand il va rejoindre les autres incarnations vers la fosse pendant que les nains protègent son arrière, il va passer devant le pieu où sont empilés les amoureux. Et Isabella sera plus sur le pieu. Quelques minutes après. Son corps aura disparu. On sait juste que Vlad est solitaire empalé sur le pieu. Qu'est-ce qui se passe d'Isabella? Je crois qu'elle n'apparaît pas dans AOS. Donc pourquoi t'as écrit ça, mec? Non mais vraiment, pose la question, pourquoi il a écrit ça? Au pire, il jette son anneau et ils sautent tous les deux. Et voilà, leur histoire est finie, c'est bon, voilà. Bref. Isabella, Chad Nurgle, voilà. Donc voilà. Troisième bataille. Il espère qu'elle revienne à la vie purifiée, j'imagine. Oui, mais c'est stupide parce que le monde va être détruit. Enfin, bref, c'est pas grave. La troisième bataille n'en est pas vraiment une, mais par contre, il s'y passe un truc super important. Comme je vous le disais, les Skaven sont pris à partie entre Malekith et les orques et gobelins. Enfin, les orques, pardon, parce qu'il n'y a pas de gobelins. Grimgor donc se fait une joie de massacrer ces pauvres Skaven qui servent à rien sur son chemin, tandis que Malekith massacre ses êtres inférieurs sans ménagement. Le seul problème, c'est que entre les deux, ceux qui dirigent ces Skaven, en fait, eh bien évidemment, on est sur les Skaven, ce sont les véritables héros de la fin des temps, si on peut appeler ça des saloperies de héros. Celui qui les commande, c'est le Verminarque assassin qui a décapité Valten.
C'est lui. C'est l'assassin de Valten. C'est aucun, bien évidemment, des grands seigneurs légendaires Skaven. Ikit, Skrolk, Tretch, voilà, tout ça. Enfin bref, tout ça, bien évidemment, n'existe plus. C'était des figurines à acheter, je le rappelle, hein, c'est Verminord. Et donc, conscient que ces Skaven se font tous massacrer, mais ce sont des Skaven que, exprès, il avait mis là pour les massacrer, parce que bien évidemment, le scénario est complètement avec le chaos. Et donc, le Verminarque va diriger les peaux vertes en direction de Malekith pour tout simplement en fait utiliser ce nouvel ennemi vers cet autre nouvel ennemi parce que les peaux vertes ont l'air incontrôlables. Conseil des 13, toujours pas. Non, on cherche pas le Conseil des 13, il est même pas dans la bataille. Et donc Grimgor, avec le piège tendu par les Skaven, qui d'ailleurs font encore une fois passer Malekith pour un stratège absolument à chier, bien sûr, parce qu'il tombe dans le piège alors que je rappelle qu'il est maître des ombres et que c'est un Skaven Verminlord de l'ombre. La magie! Eh bien, les deux armées vont se faire face après avoir massacré les Skaven incompétents. Le Verminlord restant dans l'ombre. Et pour vous faire gagner du temps, l'armée de Grimgor va défoncer 95% de l'armée de Malekith. Tellement elle est puissante. L'armée de Grimgor va massacrer l'armée des ombres. Il va même y avoir un défi. Malekith va défier Grimgor, ou Grimgor va défier Malekith. Grimgor va sauter sur le dragon de Malekith et ils vont combattre l'un sur l'autre sur le dos du dragon. Malekith va être un meilleur bretteur, mais Grimgor va lui mettre un énorme coup de boule, déformant son armure au niveau du front. Le dragon va désarçonner Grimgor, sauvant par là même Malekith. Voyant que Malekith est blessé et que Grimgor est au sol, le Verminarque attaque pour décapiter Grimgor. Et ensuite Malekith. Il va se faire repousser et retourner dans les ombres. Et après que 95% de son armée se soit faite massacrer, que les Skaven continuent de les harceler, Malekith va avoir une idée. Lorsque Grimgor va le remettre au défi, Malekith va atterrir. Il va poser pied au sol face à Grimgor qui lui fonce dessus. Et Malekith va s'agenouiller face à Grimgor. Le roi de l'éternité, roi du peuple elfe unifié, s'agenouille face à Grimgor et lui tend son arme en lui disant « Je me rends ». Grimgor va s'arrêter dans sa course. Grimgor va hurler qu'il est le plus fort, va tourner le dos à Malekith car ce n'est pas un adversaire à sa hauteur. Et Malekith va lui lancer « Non, tu n'es pas le plus fort ». Grimgor va se retourner, va lui dire quoi ? Et Malekith va lui expliquer qu'il y a dans cette cité le plus puissant ennemi que pourrait rencontrer Grimgor. Grimgor dit « Pas possible, je ne le vois pas, il n'est pas au combat ». Donc Grimgor est conscient que l'adversaire en face c'est un nul. Merci Dunaloc pour les 23 subs offerts à la commu. Mais merci, grand malade. Merci beaucoup.
Merci énormément, Dulanok. Merci énormément. Et Malekith, par ce fait, va expliquer qui est Archaon à Grimgor. Grimgor, qui, on se rappelle, ne cherche qu'une seule chose, c'est abattre l'ennemi le plus puissant et être le destructeur de tous les grands guerriers. Malekith, ça fait plaisir de soutenir un travail de qualité. Merci énormément à toi, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Malekith va donc réussir non seulement à téléguider Grimgor vers la faille, mais en plus, Malekith, voyant que Grimgor se dirige, dis-moi où il est, Malekith va lui dire, laisse-moi me battre à tes côtés, ainsi que tout mon peuple, et je t'amène jusqu'à lui. Et Grimgor va les regarder et va faire, de toute façon les elfes vous valez rien, je veux trouver le gars, je veux le buter. Et les deux s'allient. Et grâce à Malekith, l'incarnation la plus puissante littéralement du groupe, en tout cas celle qui a l'armée la plus puissante, se rallie à l'objectif des incarnations qui est d'abattre Archaon. C'est à ce moment-là que le Verminarque repop. Voyant que les deux ne s'affrontent plus, pour eux ils sont blessés. Le Verminarque attaque, il balance sa lame là que vous voyez là, son espèce d'étoile de jet, en direction de Grimgor pour décapiter cet adversaire et ensuite fondre sur Malekith pour le tuer. Et Grimgor, en un seul orion, va couper en deux son étoile de jet. Le Verminarque va donc essayer de se barrer de peur. Malekith La magie! va se rappeler qu'il est l'incarnation de l'ombre et va disrupt tous les sorts de l'ombre du sorcier Skaven, l'empêchant de s'enfuir. Et le Skaven va se faire défoncer la gueule par Grimgor. Voilà. On a changé le scénariste. Incroyable. Ce passage est vraiment cool. Vraiment, pour moi, ce passage est cool. Pas trop tôt. Bah franchement, oui. Je rappelle encore une fois que les magiciens de l'ombre sont très très utilisés pour négocier dans l'Empire. Donc c'est vraiment plutôt cool. C'est pas immune psycho, les Verminarques. Non, mais c'est... en fait, il l'empêche de faire l'évasion. Il l'empêche de se barrer. Ah, mais je suis un sorcier. Et voilà, c'est ça. Et donc, la dernière bataille que je vais vous parler. Ça marche mieux quand on branche son cerveau. Bah oui, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Merci beaucoup, Ezrian aussi. Merci beaucoup également pour ton sub, ton 6e mois de sub. Merci. Ton sub tier 3 pendant 6 mois. Merci énormément à toi. Merci beaucoup de ton soutien. Oh merde, ils ont Grimgor. Ils ont un Grimgor. Voilà, c'est Hulk. Hein. C'est Hulk qui est rallié. Et donc, pour terminer ces batailles qui sont... Il n'y aurait pas celle de Malekith Grimgor avec l'Alliance. Franchement, ça serait nul. C'est Karl Franz, Tyrion, le paladin de la lumière, contre, rappelez-vous, Kabanda, le démon majeur de Khorne, qui est le commandant du 3e os, donc même pas du premier, hein, parce qu'on s'en fout de l'ordre chez Khorne, qui a été envoyé depuis le début du roman sur Averheim, qui est donc un démon majeur qui a attaqué Athel Loren et qui s'est fait TP par inadvertance de Teclis, non proche de sa cible, incroyable, qui, on le rappelle, sa cible étant Karl Franz lui-même, le crâne de Karl Franz a ramené au dieu Khorne, pardon. Merci Felnalar pour le follow. Eh bien, Tyrion va tenter de protéger, protéger entre guillemets, mais va affronter les démons qui sont face à lui. Il va en bannir beaucoup. Et Kabanda, donc le démon bien sûr de Sanguinus, enfin l'ennemi de Sanguinus entre guillemets, voyant Karl Franz va vouloir lui foncer dessus et va se faire interrompre par l'arrivée de Caradrian. Caradrian, hein, incarnation du feu, qui a réussi à percer jusqu'au chevalier de Tyrion et de Karl Franz, qui affronte donc un démon majeur de Khorne avec ses hostes. Et ce combat, cette bataille, bah, je vais vous la résumer assez facilement. Caradrian
va bloquer Kabanda. Il a un phénix, tout ça, pendant que Tyrion est englué par plein d'autres buveurs de sang, parce que bien sûr les buveurs de sang pleuvent, hein, et que Karl Franz combat du mieux qu'il peut. Caradrian solo attaque Kabanda. Kabanda qui, on se rappelle, dans la bataille d'Athel Lorraine, donc la semaine dernière, qu'on a accéléré mais parce que j'en pouvais plus, Kabanda qui a tenu tête à Tyrion, Malekith et Alariel. Un démon majeur de cornes qu'on n'a jamais entendu parler dans le monde de Battle tient tête à 3 incarnations. Caradrian, il y va solo. La magie! Eh bien non, ça ne l'aidera pas. Caradrian, après un échange incroyable de coups, de précision, etc., de coupage de tendons, etc., parce qu'il est précis, il est un elfe, il est l'incarnation du feu, eh bien tout ça montrera la puissance des Assurs. Cependant, Caradrian se fait buter. Caradrian mourra à ce moment-là de la partie, à ce moment-là du roman. Kabanda, qui a 14 000 PV, maîtrisera le phénix, le tuera, maîtrisera Caradrian au sol et écrasera le torse de Caradrian de ses sabots. Le dernier mot de Caradrian dans la fin des temps sera, en regardant Kabanda l'écraser, brûle. L'incarnation du feu libère son pouvoir sur Kabanda au moment où elle meurt. Et Kabanda sera juste brûlé. Ce qui fait que sa cible est libre. Tyrion est toujours aux prises. Karl Franz n'a qu'un croc runique et n'est qu'un humain. Kabanda fonce sur Karl Franz. Karl Franz se défend. Et Karl Franz se fait bolos et se fait envoyer à l'autre bout du champ de bataille. Cependant, vous savez où se fait envoyer Karl Franz? Je vous remets la carte. Ils sont battus par là. D'accord? Ils sont battus par là. Et bien Karl Franz, il se fait envoyer, pas dans la crevasse, pas au pied d'Ariel, il se fait envoyer dans le temple d'Ulric. Il est brisé en deux, hein, son griffon a une aile pétée, il est dans un état lamentable. Donc Karl Franz se fait bolos. Kabanda, super fier, s'avance à nouveau pour se diriger vers sa cible qui vient de bolos. Et c'est là qu'arrive Tyrion. Tyrion qui est certainement l'un des plus grands combattants du monde de Warhammer, surpuissant par la puissance de la lumière qui est la définition même de l'anti-démon. Et Tyrion ne fait pas le poids face à Kabanda. Putain, mais pourquoi vous l'avez pas envoyé d'abord? Mais pourquoi vous n'allez pas envoyer ce démon d'abord? Mais oui, Tyrion. Mais il sort d'où ce gars? Ils ont un problème avec la cohérence de l'échelle de puissance, c'est ça Dylanok. Et donc Tyrion, qui n'arrive pas à abattre Kabanda, se fait repousser et presque décapiter. Et vous savez qui arrive en plus pour aider là?
Parce que Tyrion est blessé. Eh ben, c'est un nuage violet qui arrive à pleine vitesse, qui tue à la fois des elfes et des démons. Et Nagash qui arrive. Nagash qui arrive avec son épée. Et Nagash qui, pareil, ne fait pas le poids. Je ris nerveusement, mais moi aussi j'en peux plus. C'est mes nerfs. Là, je craque de nerfs. Nagash qui se fait bolos aussi. Il n'arrive pas à battre Kabanda. Il était bien placé les 1000 points. Et donc, Caradrian, incarnation du feu, tué. Tyrion, battu, enfin en tout cas blessé. Karl Franz, envoyé à être perpète les oies. Nagash qui ne fait pas le poids. Grimgor et Malekith qui sont trop loin. Alariel et Geld qui sont en train de rejoindre les autres, trop loin aussi. Le scénario est donc bloqué. Kabanda appartient au monde de 40K. Il affronte des primarques. Ça ne suffit pas, le monde de Warhammer, c'est trop facile pour lui. Et là, l'auteur qui va te dire « J'avais prévu le coup », te balance le pire cliffhanger, enfin pas le pire cliffhanger, mais le pire rattrapage de lore vu depuis 3 bouquins. Quel stade pour Kabanda? Oui, vous saurez que Kabanda... Alors, avant de balancer la réponse... Vous saurez que Kabanda n'a même pas de profil nommé. Kabanda ne vaut que 550 points. Il n'a même pas de profil nommé. Il n'a même pas son propre profil. Donc c'est vraiment acheter ma merde, quoi. Et donc, rappelez-vous, Sanguinus lui pète la gueule tous les jours, mais je sais bien. Et donc, alors que toutes, quand même 4 incarnations des vents ont échoué à abattre ce démon, l'une après l'autre, Karl Franz se réveille. Il a la mâchoire pétée. Son griffon a l'aile pétée. Il a certainement le dos en miettes. Il vient de passer à travers le toit du temple d'Ulric. Il lève la tête. Et il est dans la salle du trône d'Archaon, qui est intégralement vide de soldats. Et face à lui, toujours accroché sur le trône, il y a Galmaraz, le marteau de Warhammer. Karl Franz saisit le marteau. Et tout à coup, la foudre s'abat sur Midenheim. Et en 2 secondes, enfin en 3 éclairs, pardon, Karl Franz et son griffon ressortent du temple armés du marteau Galmaraz, intégralement soigné. Et en plus, Karl Franz disparaît. On comprend que Karl Franz est mort à Altdorf. Et celui qui est maintenant l'empereur, c'est Sigmar lui-même qui possède le vent d'Azir. Donc qui repossède le vent des cieux.
C'est un ramassis de clichés, le 5e livre, oui. Donc, Sigmar, armé de son marteau plus le vent des cieux. Alors, vraiment, il y a un moment là, voilà, il va sortir, il va choper Kabanda et en 3 coups de marteau, il le one-shot. Voilà, je vais gagner du temps. Et donc, le roman nous explique, à ce moment-là, nous fait sa révélation que tout le monde savait depuis déjà super longtemps. Le roman nous explique que Sigmar possédait le corps de Karl Franz depuis qu'il a été tué à Aldorf par les frères Glutkin, mais qu'il ne pouvait pas être au summum de son pouvoir avec le vent d'Azir parce qu'il lui fallait le marteau. Cependant, le problème de tout ça, de cette explication qui est donnée au moment où Karl Franz se transforme en Sigmar, c'est qu'au moment où Karl Franz est tué, un éclair lui tombe dessus. Techniquement, c'est presque la comète qui lui tombe dessus. On rappelle bien que c'est la comète qui lui tombe dessus. Ainsi que le vent. Mais à ce moment-là, il a le marteau. Il est à la fois Karl Franz, l'empereur, le marteau, le vent et Sigmar. Mais le roman nous explique, là, maintenant, 3 livres plus tard, que il pouvait pas être à plein potentiel parce qu'il n'avait pas Galmaraz. Comment ça, il n'a pas le vrai Galmaraz? Ah oui, c'est vrai. Ah non, oui, c'est vrai, pardon, c'est moi qui me gourre. C'est vrai qu'à la bataille d'Aldorf, il n'a pas Galmaraz. Ah, ça y est, oui. Il avait donné à Valten. Ça y est. Oui. Ça me revient. C'est pour ça. Ok, donc là, c'est moi qui me gourre. Excusez-moi, bah voilà, je suis aussi un humain. Mais voilà. Ouais, donc tout va bien. La cohérence est là, Bref, bon voilà. En fait, il fallait qu'il ait son marteau. Voilà. Sans le marteau, en fait, il n'était pas Sigmar. Bref, il vient de buter Kamanda. Bravo. La phrase qui méritait un clip, c'est ça. Et la tête du dieu, voilà, c'est ça. Et donc, on se retrouve, après ces 4 batailles incroyables, on se retrouve face à la faille. Parce que vous vous rappelez qu'il y a une faille, quand même. Il y a cet énorme trou. Et on sait que tout en bas, il y a Archaon, l'artefact. On ne sait pas qui y a Teclis. Enfin, les incarnations ne le savent pas. Mais en tout cas, voilà. Il faut descendre. Mais pourquoi personne ne l'a encore fait? Parce que je vous en ai pas parlé, mais en fait, c'est en relisant tout à l'heure, j'ai fait « Ah oui, tiens, je n'avais vu ça que vers la fin du roman. » Enfin, vers la fin d'où j'en suis. En fait, toute la faille, personne ne peut rentrer. Parce qu'il y a une immense colonne de flammes magiques qui empêche de rentrer. Archaon, il a mis en fait une barrière de feu avec des sorciers qui empêchaient les gens de rentrer. Et en fait, 6 incarnations à ce moment-là, les 7 incarnations vont se rejoindre. Tout le monde est là, les Avengers sont là, car Adrian, bon, est mort. Donc le vent du feu est détruit. Et c'est con, hein. C'est con parce que c'est une colonne de flammes, quand même. C'est bête. C'est bête. Eh bien, les 6 Avengers plus Grimgor, les 6 Avengers vont tenter de concentrer leur pouvoir. Donc les cieux, la lumière, l'ombre, la vie, le métal, la mort. Toutes les incarnations qui ont donc perdu toutes leurs armées. Il ne reste plus que les incarnations, on est bien d'accord. Toutes leurs armées sont foutues. Vont tenter de canaliser leur pouvoir pour arrêter cette barrière de feu. Voyant que leurs 6 pouvoirs concentrés arrivent à peine à fragiliser le feu. Le seul qui n'est pas concentré, c'est Grimgor, parce qu'il a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Il est là pour taper. Il voit que c'est un peu moins brûlant de ce côté-là. Et il va frapper avec sa hache. Et il va disrupt le sort et ouvrir un portail pour que tout le monde puisse passer. À ce moment-là,
à ce moment-là, les incarnations, les 7 incarnations, arrivent à passer. Et en bas, l'artefact avale les sorciers du chaos qui étaient en train de faire le rituel. Il les avale en un seul coup. Théclis comprend que Sigmar est à sa pleine puissance. Il lui dit Sigmar arrive. Archaon lui répondra non, Sigmar est un mensonge. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 4. Les incarnations sont passées. Elles sont 7. Et il ne reste plus qu'Archaon avec ses élus en bas. Avec l'artefact qui est activé. Chers amis, vendredi 23 février, 20h, nous terminerons la fin des temps avec les 30 dernières pages, les 20 dernières pages du chapitre 5. Vendredi 23, c'est la fin de la souffrance. Tu finis la fin. Le stream de l'été sera terminé. Tu seras libéré, délivré. Après 9 mois de souffrance. Je fais donc et je conclus cette vidéo. On conclura donc aussi cette vidéo YouTube avec ça. J'invite tout le monde, tous ceux qui ont vu cette série de vidéos. Je compte sur vous pour mettre en commentaire sur tout ce qui sort ce week-end, parce que vous allez avoir 4 jours intégral de rediff YouTube de la fin des temps. Donc je compte sur vous, bien sûr, on était 200 ce soir. Je compte sur vous, allez, j'ose le dire, je compte sur pour être le double vendredi prochain, le double de personnes. Merci à tout le monde d'avoir suivi ces batailles finales d'armée. Ça vanné ce live. Oui, oui, je suis sur les rotules. J'espère quand même que ça vous a plu.